Imaginez cette femme qui se plaint d'urticaire depuis 15 ans. Donc tous les jours, elle a les lèvres gonflées, les yeux boursouflés, des plaques, elle se gratte partout. Elle vient me voir, cette femme qui a 35 ans, elle en paraissait 50. Elle me dit, écoutez, docteur, je suis dépité, on m'a dit de venir vous voir, mais mon mari me quitte. Pourquoi? Docteur, avec mon urticaire, j'ai plus de vie de famille. Et puis, en même temps, je suis licencié. Mon employeur ne peut pas, je suis en arrêt de travail. Épouvantable. Quelle responsabilité j'ai? Il faut que je sauve cette femme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter mon collègue, le professeur Philippe Imbert de Besançon, qui est un grand dermatologue, mais surtout, je dirais plus encore, un grand clinicien, parce qu'il n'a pas peur de regarder tous nos organes et n'est pas enfermé sur la peau ou ouvert que sur la peau. Il y a non seulement le tube digestif, mais le système endocrinien, le système neurologique, le système osseux et articulaire. Bref, aujourd'hui, nous voyons des patients qui vont aller de médecin en médecin et où ils disent eux-mêmes « je suis dans une impasse ». Ils sentent qu'il y a une sorte d'errance médicale qui fait que ils vont se retrouver à aller voir d'un professeur à un autre professeur, de la province à Paris, et de Paris parfois à l'étranger, et ça n'avance pas. Or justement, Philippe, tu vois beaucoup de gens qui viennent te voir parce que justement, ils sont dans une espèce d'errance et ils arrivent et tu leur demandes des choses précises. Amenez-moi tous vos bilans biologiques depuis votre naissance s'il le faut. Exactement. Alors comment fais-tu? Alors ça, c'est fondamental. Si je n'avais pas cette méthodologie, je ne pourrais pas poser des diagnostics là où d'autres médecins n'ont pas pu le faire. La maladie, elle se prépare depuis souvent très longtemps. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. Un de mes collègues me disait oui, tu trouves toujours plusieurs maladies. Oui, parce que quand on a de la diarrhée, il n'y a pas qu'une seule chose. Oui. C'est pas juste un microbe, c'est pas juste une maladie de Crohn, c'est parfois un microbe plus une maladie de Crohn, mais peut-être plus encore autre chose, une hyperthyroïdie. Parce que dans cette maladie digestive, il y a dans 30% des cas une maladie thyroïdienne, etc. Donc le même symptôme peut venir de beaucoup de choses. Donc, il faut s'entourer, quand on est médecin, nous avons l'obligation de moyens, c'est-à-dire de tout faire pour soulager le malade. Il ne s'agit pas de lui dire « je ne peux rien pour vous, au revoir, allez, partez ». Non, les plus anciens, notamment dans les éditoriaux des livres de médecine interne, c'est la spécialité dont tu parlais tout à l'heure, celle que je pratique en effet, cette spécialité de médecine interne, dans ces éditoriaux, on dit le médecin doit toujours proposer quelque chose au malade. Même s'il n'a pas le diagnostic, on doit au moins trouver quelque chose pour le soulager. Le malade qui souffre, c'est affreux. Et quand il est tout seul chez lui, il a quoi? Il n'a pas de médicaments, il n'a personne à qui demander. Alors pour cela, effectivement, il y a une méthode. Premièrement, dire au malade de ne pas venir les mains vides. Oui. Venir avec tous ses examens de toute sa vie. Les rapports d'hospitalisation, les rapports de radiographie, mais surtout toutes les prises de sang. Alors, les malades qui disent, mais à quoi ça sert? La prise de sang était normale il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais qui vous a dit que c'était normal? Moi ou mon docteur. Ah bon? Mais regardons déjà ce que vous appelez normal. On sait aujourd'hui que des valeurs entre parenthèses ne sont pas normales. Les valeurs de référence ne sont pas normales. Prenez la vitamine B12, regardez vos taux de vitamine B12. Vous avez 250, c'est marqué entre 187 et 700. Vous dites, il est normal. Bien non. 250, c'est très bas puisque les normalités, c'est 400 aujourd'hui. Ah bon, mais ça, si vous le savez pas, vous pouvez jeter cet examen pensant qu'il était normal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette prise de sang? Un bilan complet n'existe pas. C'est quoi un bilan complet? Souvent, c'est les mêmes bilans répétés, de routine, dans lesquels on va doser l'urée, qui ne sert à rien aujourd'hui de doser l'urée. On le sait. On va redoser X fois le cholestérol, les triglycérides, mais si ce malade n'a pas de maladie métabolique, il va pas en avoir une à l'occasion d'une urticaire ou à l'occasion d'une fracture du col du fémur. Donc, il faut qu'on voit ce qu'il y a dans ces prises de sang. Et donc, une prise de sang qui est normale ne veut pas dire que tout va bien, parce que tout dépend de ce qu'on a dosé. Et j'ai souvent tendance à dire, attention, méfiez-vous de ces bilans dans votre maison, il fait froid, il y a des fuites d'eau, etc. Et le technicien va faire comme bilan de compter les ampoules, les anneaux de rideau et les poignées de porte.
Si on fait ça, Oui. on va rien trouver. Bien sûr. Donc, il faut que vous assurez que votre médecin, et il le fait, va aller se diriger vers là où les symptômes se trouvent. Et donc, sur les prises de sang du passé, qu'est-ce qu'on va trouver? Énormément de choses. Parce que les maladies, elles donnent pas un signe qui va persister. Non, le signe, il va apparaître une fois, il va disparaître. C'est le cas notamment des maladies parasitaires. Par moment, il va y avoir une augmentation de certains globules blancs, qu'on appelle les éosinophiles. Ils vont monter, 400. Ceux de l'allergie. Ce qu'on appelle de l'allergie. Oui, c'est ça. Et en fait, ces éosinophiles ne sont pas de l'allergie. Ce sont des cellules, des globules blancs qui mangent les parasites. Et qui mangent les anticorps de l'allergie, mais les anticorps contre les parasites. Donc, et donc, ils montent. Puis ensuite, ça va être normal pendant 10 ans. Et le même parasite va ressusciter la montée. C'est ce qu'on appelle les courbes de Lavier. Si vous n'avez pas ça sur un petit paquet de prise de sang, vous saurez pas faire le diagnostic. On va voir aussi quoi? Par exemple, des monocytes. Certains globules blancs sont très importants à considérer. Ils peuvent être augmentés et vous diriger vers une sarcoïdose. Prenez ce monsieur qui a une paralysie faciale. Il arrive à la tête de travers. Et on va dire paralysie affrigorée. Affrigorée, oui. Vous avez fait de la moto, donc vous avez eu un coup de froid, on s'arrête là. Oui. Ben non, il y a quelque chose derrière. Le coup de froid n'est pas la cause, il est le facteur révélateur, facteur déclenchant. Et donc la maladie que vous avez en vous, que vous méconnaissez, puisque vous ne savez pas que vous êtes malade, va se révéler à l'occasion de ce coup de froid. Et ça peut être une sarcoïdose. Mais comment savoir que vous avez une sarcoïdose, si ce n'est que regarder toutes les prises de sang, voir qu'il y a un taux augmenté des monocytes, certains globules blancs, qu'il y a une baisse des polynucléaires neutrophiles, qu'il y a d'autres globules blancs qui vont monter, les lymphocytes. Donc une fois... Ça, tu l'analyses précisément. L'analyse, la numération. Donc une fois, tel globule a monté, une autre fois, c'est l'autre qui a baissé, etc. Et si vous regardez ça sur toutes les prises de sang, vous allez vous faire votre idée. Et vous aurez les éléments du diagnostic. Vous posez cela sur la table, augmentation de ceci, baisse de cela, etc. tout au long du temps. Et vous verrez que vous avez le diagnostic qui apparaît tout de suite comme un puzzle. Il faut pas croire que quand vous avez une maladie de Crohn, nous avons fait il y a quelque temps une émission sur les Mickey. Il faut pas croire que tout arrive en même temps. Le malade, quand il avait 20 ans, avait des aftes. Voilà. Aujourd'hui, il a de la diarrhée. Il y a 8 ans, il a fait un œil rouge, etc. Et c'est l'association de tous ces signes au cours du temps qui vous permettent aujourd'hui de dire, monsieur, cette douleur musculaire, cette fatigue, cette constipation que vous avez là, qui a suivi une diarrhée d'il y a 10 ans, ça vient de la maladie de Crohn. Vous voyez? Donc ça, c'est un... Mais les enseignants de médecine dont je faisais partie ne le disent pas assez aux étudiants. Donc, expliquer ce qu'est une maladie, en fait, tout n'arrive pas en même temps. Qu'avez-vous envie de ressentir? Parce que des fois, certaines personnes confondent spiritualité et religion. Parce que le surnaturel est toujours un naturel qu'on n'explique pas encore. En fait, c'est grâce à l'acceptation, tu vois, qu'il y a la transformation. Arrête de te culpabiliser. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est quoi mon essence? C'est quoi mon origine? Nos pensées polluent Oui. et nos pensées réparent. Rendez-vous compte. Quand c'est vraiment l'esprit qui t'envoie la réponse, c'est très direct. Le niveau quantique, votre vibration est la clé. Et il n'y a pas d'argumentation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, ce qui me dérange là, c'est qu'on est en train de couper le mental du reste du corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc avec une sensation de me dire, mais il me manque quelque chose, quoi. Qui parle? Qui ressent? Il faut être. Et comment? Qu'est-ce que ça veut dire être? Mais la vie, c'est pas ça. Je suis en train de processer mon incarnation actuellement. Il ressemble à quoi, Lucifer? La paix, la joie, l'amour. Et aller fouiller dans le passé était plus violent que la mort. Ce que vous imaginez. Donc, tu demandes au patient, quand il vient te voir et qu'il a fait X et X consultations, tu lui demandes d'amener tous les éléments biologiques et puis tu vas lui faire raconter tout ce qu'il a pu vivre à tel moment parce que tu as sous les yeux la prise de sang d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 15 ans. Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me souviens plus, bien sûr. Mais toi, tu as un paramètre précis. Oui. Alors ça, c'est très important parce que si le malade tient son dossier médical, qu'est-ce que c'est qu'un dossier médical? Ce n'est pas ce qu'on avait fait il y a quelques années, un ministre qui avait eu l'ingénieuse idée de faire des carnets de santé de l'adulte. C'était catastrophique, c'était des petits carnets comme ça, et le médecin écrivait bilan normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire bilan normal? Qu'est-ce qu'on a donné, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ces carnets, non. Le meilleur dossier, c'est une chemise dans laquelle le malade va mettre tout. Ses prises de sang. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Les plus anciennes au fond. Et il met par-dessus l'ordonnance de l'ORL qui a traité une angine.
Ensuite, la radio pulmonaire, qui a été demandée par le cardiologue, etc. Quel que soit le spécialiste, on empile. Et quand vous, médecin, vous venez vous pencher sur un problème chronique difficile, vous feuilletez tout ça et vous voyez, tiens, une radio. Pourquoi vous avez fait une radio? Ah, puis juste après, il y avait des antibiotiques. Ah oui, je me rappelle, docteur, je toussais, et on m'a fait faire une radio, on n'a rien trouvé. Ah bon, mais les antibiotiques, ça marchait? Non, docteur, ça n'a pas marché. Ah bon? Mais cette toux, elle était comment? C'était une petite toux quinteuse. Eh bien, c'était une invasion par des ascaris. Ah bon? Donc, il y a 10 ans, vous avez eu une invasion par des ascaris. Regardons la prise de sang de ce moment-là. Et vous voyez des éosinophiles qui ont monté. Et vous tu as un diagnostic. Comment faire le diagnostic d'une ascaridiose? Mais ça veut dire qu'il faut être précis et rigoureux. C'est ça, la vraie médecine. C'est au malade d'être rigoureux, précis. C'est ce que j'explique dans mon livre. Et le tout est possible. Et le médecin aussi qui doit regarder, bien sûr. Bien sûr. Pas. Ouais. Il y a des grands médecins, les plus grands médecins ont dit cela. Écoutez votre malade, il va vous dire ce qu'il a. Mais encore faut-il le diriger, le guider par les questions. Tout à fait. Alors, on va prendre un exemple, par exemple, la sarcoïdose. Comment tu vas faire un diagnostic de sarcoïdose? Il y a peut-être un ganglion au niveau du cou, il y a un petit problème respiratoire nouveau. Comment tu vas faire un diagnostic de cette pathologie qui est assez rare quand Alors, même. la sarcoïdose, les auditeurs, spectateurs ne connaissent certainement pas cette maladie, mais on peut peut-être s'adresser un petit peu aux médecins. La sarcoïdose, c'est une maladie granulomateuse, c'est-à-dire c'est des organes qui vont avoir des sortes de granulomes à l'intérieur. Donc souvent, c'est des ganglions. Et les ganglions sont ici dans le médiastin, à l'intérieur, entre les deux poumons, dans le thorax. Si c'est dépisté par un problème pulmonaire, on se met à tousser, on fait une radio, on trouve ça, c'est très facile. Mais la plupart des sarcoïdoses, ça va être des signes neurologiques. J'ai des sensations dans les jambes, de fourmillement, de décharge électrique. Ça, c'est un signe de neuropathie. Comment, à partir de signes de neuropathie, vous allez arriver au diagnostic de sarcoïdose? Tout d'abord, vous allez poser des questions. Est-ce que vous avez eu d'autres symptômes? Oui, j'ai eu un rhumatisme de la main. Ah, intéressant. J'ai un orteil qui est plus gros. Ah, ça va s'appeler l'ostéoarthrite de Jübling. Vous allez avoir d'autres symptômes, des ganglions, etc. Et sur les prises de sang, vous allez voir une augmentation des lymphocytes, par exemple. Et donc, ces petits lymphocytose. Lymphocytose. Donc, ces petits troubles neurologiques, vous allez les ramener à cette maladie sarcoïdose. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si vous n'avez pas tous ces éléments, vous ne pourrez pas faire le diagnostic. Alors, tu vas faire quand même un prélèvement sur le ganglion, par exemple? Alors après, une fois que vous avez cela, s'il y a un organe, soit vous êtes spécialiste de la question et vous allez guider toutes les choses, soit vous allez confier ce malade au spécialiste de la sarcoïdose, soit le spécialiste de médecine interne, soit le pneumologue, qui va lui conduire en effet une biopsie. Le prélèvement va confirmer sous l'œil du microscope que c'est bien un granulome d'une maladie. Et c'est pas une maladie de Hodgkin. C'est pas une maladie de Hodgkin. C'est la différence entre un lymphome malin, Hodgkin, et un lymphome, c'est une maladie des ganglions non malin, qui s'appelle la sarcoïdose. Et alors, est-ce que tu vois aussi des cancers, au fond, qui n'ont pas été correctement diagnostiqués chez des gens qui sont passés de l'un à l'autre, qui ne sont pas nécessairement cancérophobes, qui n'ont pas peur du cancer, mais tu vas trouver quelque chose. Oui. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Et la grosse crainte, c'est de passer à côté. Oui. On parlait tout à l'heure de cancers qui sont très difficiles à diagnostiquer. Cancer de l'ovaire, par exemple. Oui. Comment faire un diagnostic de cancer de l'ovaire? Mais dans quelles circonstances? Eh bien, le plus souvent, ça va être par des signes indirects, qu'on appelle des signes paranéoplasiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés au cancer lui-même. Autour. Mais autour. Et c'est parfois un épanchement d'eau dans la plèvre. À répétition, c'est une femme, méfions-nous d'un cancer de l'ovaire. Alors comment faire? Faire une échographie. Il va aller voir le radiologue, va regarder précisément s'il n'y a pas une déformation de l'ovaire. Et puis, il y a des marqueurs biologiques. Heureusement, on va doser. C'est à 125. Exactement. Ouais, voilà. On va doser cela et on saura si oui ou non il y a ce cancer. Donc, tout petit symptôme n'est pas anodin. Je voyais l'autre jour un de mes jeunes collègues qui prenait des notes, interrogeait « Qu'est-ce que vous avez eu comme antécédent ?» Et d'ailleurs, c'est pas une façon de formuler une question, c'est dites-moi. Et donc, bon, le malade dit « J'ai eu un pneumothorax ». On écrit pneumothorax et on passe à autre chose. Mais ce pneumothorax, c'est quoi? C'est de l'air. Ça veut dire quelque chose. Dans les poumons, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a un tissu conjonctif qui est fragile. C'est de l'air qui est passé entre la plèvre et le poumon qui s'est rétracté. Qui s'est rétracté. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une déchirure du tissu conjonctif. Donc, on va voir ça chez des gens qui ont des problèmes articulaires, une grande laxité, qui ont des problèmes parfois d'emphysème pulmonaire, donc, etc. Même sans avoir été fumeur. Même sans avoir été fumeur.
Donc, ce petit symptôme qui a fait l'objet d'un traitement, 24 heures à l'hôpital, tout est rentré dans l'ordre, on n'en parle plus, mais il a une grande valeur diagnostique. Et c'est à partir de ces petits signes qu'on va combler les problèmes de errance médicale. C'est ça. Et les problèmes articulaires, par exemple, on parle beaucoup de douleurs dans le dos, de lombalgie, de problèmes, et on va chez le rhumatologue, on va faire des infiltrations, les unes, qui vont soulager sur le moment, et puis ça repart et on refait de nouvelles infiltrations. Est-ce qu'il t'arrive de voir des problèmes rhumatologiques à partir en cherchant justement dans un cadre d'errance médicale comme ça? Oui, souvent ces douleurs articulaires, notamment les lombalgies, douleurs dans le dos, font partie d'un tout un ensemble. Oui. J'ai mal au ventre, je suis fatigué, je suis épuisé, je dors pas bien, et j'ai mal au dos. Bon, là, c'est pas le mal de dos qui va nous servir à faire le diagnostic, c'est tout le reste. Tout le reste, parce que le mal de dos. Alors souvent, il y a des radios, des scanners, des trucs comme ça, des soi-disant des becs de perroquet. Et tout ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça, la douleur. Oui. La douleur, c'est souvent des petits ligaments qui sont tendus, qui sont douloureux, inflammatoires. Donc, ce mal de dos peut venir de plein de choses. Soit c'est un truc très aigu. Méfions-nous, quelqu'un qui a été opéré des dents, qui a un petit peu de fièvre, des frissons, qui est parfois même un peu essoufflé, etc. Il pourrait avoir ce qu'on appelle une spondylodicite, un microbe qui allait se mettre là. Mais là, c'est 39, 42 fièvres, des frissons, une douleur sur l'articulation entre le sacrum et la dernière vertèbre lombaire, quoi. Voilà. Oui. Et donc, dès qu'on touche, ça fait très très mal. Dès qu'on bouge, ça fait très très mal. Des douleurs très importantes. Et puis, si c'est des lombalgies plus globales, plus chroniques, on va avoir des douleurs qui viennent du ventre, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut quand même savoir, tu es un chirurgien, donc tu es anatomiste, tu sais que les angles du côlon sont implantés, fixés très à l'arrière. Exactement. Et que même une maladie du pancréas qui donne des douleurs dans le dos terribles, parfois. Dans le dos terrible. Oui. Donc il faut bien identifier cela. Il faut également voir les troubles neurologiques qui s'associent quand on a mal au dos. Est-ce que on a des douleurs qui suivent des trajets de nerfs qu'on a appris, nous, en tant que médecins? On sait qu'à tel endroit, L3, L4 ou L4, L5, il y a des nerfs, sciatiques, tout à fait, etc., qui vont... Donc, si la douleur suit ces trajets, on sait déjà le niveau métamérique. Et je me souviens d'un patient que j'avais vu, qui était venu me voir à la maison un dimanche matin, parce qu'il n'en pouvait plus, ça faisait pratiquement 2 ans, je crois, qu'il ne pouvait plus dormir, il dormait assis sur une chaise, comme ça, parce qu'il avait des douleurs dans le dos comme un coup de poignard, vraiment très très douloureux. Il avait été hospitalisé, 15 jours ici, 15 jours là. Il avait eu 28 consultations, je me souviens, parce que il y avait on s'en souvient de ces patients-là. Oui, puis il y avait eu, le malade était allé me féliciter à l'ordre des médecins, et au lieu de me féliciter, on m'a demandé pour quelle raison je l'avais reçu un dimanche matin chez moi. Ah, j'avais pas le droit. C'est n'importe quoi. Bon, donc ce malade, je l'ai bien analysé, on a regardé tout ça. Et à un certain niveau, il y avait des douleurs névralgiques qui partaient. Donc il avait comme un coup de poignard cette douleur dans le dos, puis des douleurs névralgiques. Et donc j'ai pu localiser l'endroit où pouvait se trouver le problème. Au niveau en face de la vertèbre D8. Et donc je demande une IRM, non pas des os, des vertèbres, mais de la moelle. De la moelle osseuse. De la moelle épinière, effectivement. Oui. Et que voit-on? Une tumeur, un neurinome, juste là. Tu as fait le diagnostic. En une matinée, en une heure. Il est opéré et guéri, quoi. Opéré et guéri, exactement. Et donc, le conseiller de l'ordre te dit pourquoi vous l'avez reçu un dimanche. Un dimanche, c'est incroyable. Et bon, la plus grande satisfaction, c'est ce patient qui a exprimé cela, parce qu'il a voulu l'exprimer en disant pourquoi j'ai été hospitalisé 2 fois 15 jours, j'ai vu 28 médecins, on m'a pas trouvé. Et puis, il travaillait dans un magasin qui fait du café, il m'a amené des petites capsules de café, c'était très gentil de sa part. Voilà. Non, mais c'est là que c'est très intéressant, parce que ça montre bien combien il faut fouiller. Oui. Ce sont des interrogatoires qui sont très intelligents et qui demandent une compétence pour dire « je veux trouver le diagnostic ». Je sais combien je l'ai lu dans un de tes bouquins, tu as une immense jouissance quand tu fais un diagnostic et que, finalement, tu vas soulager le patient, quoi, en disant « voilà, vous avez tel diagnostic ». C'est un enjeu. Un malade arrive et on ne l'a jamais vu. Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Donc, en général, ils viennent pas pour des broutilles. Bien sûr. Quand il faut attendre très longtemps. Donc, il vient, il a un problème sérieux. Et là, vous dites, vous êtes peut-être le dernier à pouvoir poser un diagnostic. Donc, on a une responsabilité énorme. Énorme, bien sûr. Donc, il m'est arrivé, je vais te le dire, un jour, à midi, une grosse journée de consultation, des problèmes très, très compliqués que j'avais, semble-t-il, trouvé à résoudre. Et un malade arrive avec un énorme problème. Où habitez-vous? 50 km d'ici. Écoutez, monsieur, je préfère que vous reveniez. Quitte à revenir dimanche matin, peu importe, mais là, je n'ai pas l'esprit pour faire cet examen. Je ne pouvais pas.
Il est revenu, et bien lui en a pris, puisque ce jour-là, tu as pu faire. J'ai pu faire, et on a trouvé sa maladie. Oui, parce que c'est très prenant. C'est très prenant intellectuellement. C'est un énorme boulot, bien sûr. Et on peut pas, parce que pour le malade, c'est une consultation, c'est la même, que vous soyez fatigué, pas fatigué, il se rend pas compte. Bien sûr. Donc, pour lui, il fallait que cette consultation, elle aboutisse. Pour qu'elle aboutisse, il a fallu cela. Non, c'est très bon. Tu lui as dit, écoutez, laissez-moi prendre mon repas, un petit café. Oui, éventuellement, ça peut arriver. Voilà. Et heureusement, les patients sont c'est pareil en chirurgie. Hein. On ne peut pas opérer quand même toute une journée non-stop. Exactement. Et les patients sont humains, ce sont des êtres humains. Ils sont même très compatissants à l'égard du médecin. Bien sûr. Très empathiques, ils comprennent ses difficultés. Il y a même des malades qui me disent « Arrêtez-vous 5 minutes, allez vous reposer, allez prendre un café. » Ouais, il est 2 heures, vous n'avez pas mangé, mais je peux attendre. C'est sympathique. Tout à fait, tout à fait. Non, je crois que c'est très bien de faire le tour comme cela des exemples que tu as dans ta vie professionnelle, et ça n'arrête pas, qui sont extrêmement intéressants. Et c'est ça, j'ai fait plusieurs séances au cours des sociétés françaises de dermatologie sur que peut-on faire quand il n'y a plus rien à faire. Voilà. Par exemple, une urticaire, c'est terrible l'urticaire. Imaginez cette femme qui se plaint d'urticaire depuis 15 ans. Donc tous les jours, elle a les lèvres gonflées, les yeux boursouflés, des plaques, elle se gratte partout. Elle vient me voir, cette femme qui a 35 ans, elle en paraissait 50. Elle me dit, écoutez docteur, je suis dépité, on m'a dit de venir vous voir, mais mon mari me quitte. Pourquoi? Docteur, avec mon urticaire, j'ai plus de vie de famille. Et puis, en même temps, je suis licencié. Mon employeur ne peut pas, je suis en arrêt de travail. Épouvantable. Quelle responsabilité j'ai? Il faut que je sauve cette femme. Et elle arrive, elle me dit, j'ai amené la dernière prise de sang. La dernière? Mais pourquoi la dernière? Ça fait 15 ans que vous êtes malade. Montrez-moi les autres. Il y a 15 ans, etc. Et là, elle réfléchit, elle se dit, bah oui, c'est stupide, quoi. Surtout dans la dernière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un taux de cholestérol. Donc, je lui dis, madame, écoutez, je quand même la questionne, essaie de trouver quelque chose. Je lui dis, revenez. Elle me dit, écoutez, puisque je déménage, je quitte mon mari, je vais peut-être retrouver. Elle revient, elle a trouvé les prises de sang. Elle arrive au bout du couloir, je la vois. Elle voulait passer avant tout le monde parce qu'elle me dit, ça y est. Et la prise de sang, je la vois. Et là, je vois une anomalie sur les éosinophiles. On en a parlé tout à l'heure, c'est globules blancs particuliers. Et bien, madame, là, il y a 15 ans, il y a une anomalie qui montre que vous avez été parasité. Les parasites, c'est une cause première d'urticaire. Je lui dis ça, elle me dit, oui, mais on m'a déjà donné des antiparasitaires. Donc, ça ne veut pas dire que votre hypothèse est fausse. Ça veut dire que c'était peut-être pas les bons antiparasitaires et qu'on n'a peut-être pas posé aux bons parasites. On lui a donné des antihistaminiques aussi, peut-être. Et on lui avait donné des antihistaminiques. Ouais. Et puis, je regarde le papier et je vois test de grossesse. Et pourquoi? Elle me dit, oui, il y a 15 ans, j'étais avec mon mari, on partait en voyage de noces. Ben oui, c'est un papier de Thaïlande, d'ailleurs, je dis. Elle dit, oui, j'ai fait la prise de sang en Thaïlande après pour savoir si j'étais enceinte. Et je dis, mais madame, vous avez attrapé un parasite en Thaïlande. Ah bon, vous croyez, docteur? Ben, je dis, non, je crois pas, je suis sûr. Et effectivement, je lui dis, laissez-moi 24 heures, je prends les bouquins de parasito et je me convainc qu'elle a eu une opistorchiase, qu'on appelle aussi petite douve de Chine. Je l'appelle, je lui dis, vous allez faire cette prise de sang, mais tout de suite. On n'attend pas les résultats, ça va peut-être mettre 3 semaines, un mois, ça va peut-être se perdre à Marseille parce que ça part loin. On vous traite. Et je traite l'opistorchiase. 15 jours après, guéri, effectivement. Plus rien de toute sa vie. Passionnant. 15 ans de douleur, de souffrance. Voilà. Donc il faut vouloir tout faire. Et pas dire, ah ben oui, il a déjà traité par antiparasitaire, je change d'hypothèse, c'est pas ça. Non, on s'accroche. Non, mais alors là, c'est formidable parce que tu montres bien, par toute cette expérience, ce que c'est qu'un clinicien. Oui. Et ce qui n'est pas suffisamment, je trouve, enseigné à la faculté de médecine, où on a peu d'étudiants qui sont passionnés par le global de l'humain. Toi, tu vas être le pneumologue, et puis tu restes sur les poumons, tu es sur le gastro, toi, tu seras le foie, hépatologue, et toi, tu seras... Voilà, ça, je trouve ça très dommage, quand même. Il faut faire ces croisements, et dans d'autres pays, d'ailleurs, les spécialistes d'organes font des stages dans les services de médecine interne. Mais tout à fait. Médecine générale, c'est vraiment de la médecine générale, mais on n'apprend pas vraiment aux médecins de faire cette quête et d'être suffisamment motivé. Je me souviens d'un grand homme qui vit à Paris, un de mes amis m'appelle, il me dit, Philippe, est-ce que tu peux pas venir le voir? Je dis, oui, bien sûr, je vais venir le voir. Je viens le voir. Et l'épouse m'ouvre, elle me dit, mon mari, il a 80 ans, il va pas bien, il est dans son lit. Il se gratte depuis 3 mois. Et il a perdu 20 kilos. Et ça, c'est pour toi, vraiment, c'est pour toi, ça. Je vois cet homme qui est plié en deux, qui a une personnalité, qui passe à la télé, qui a des fonctions très importantes, représentatives. Mais c'était un monsieur très position embryologique, quoi. Embryologique. Et je regarde les bilans qu'il a eu dans les hôpitaux. Et je vois, je dis, oui, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour chercher les causes de cette démangeaison. Tout. Ils ont évoqué toutes les hypothèses. Qu'est-ce que je vais trouver?
Et tout d'un coup, je réfléchis, je dis, mais madame, vous êtes allée en Martinique, en Guadeloupe, à l'âge de 30, 40 ans. Oui, oui. Qu'est-ce qui peut donner des démangeaisons à un homme de 80 ans, d'un seul coup comme ça, qui ne soit pas un lymphome, qui ne soit pas une hypercalcémie, qui ne soit pas tout ce qu'ils ont cherché? Forcément, une maladie parasitaire qui va se réveiller à l'occasion de la baisse immunité des 80 ans. Le vieillissement. Il faut connaître un petit peu cette baisse immunitaire. Et c'était mon patron qui m'avait appris ça, qui m'avait dit, attention, si vous voyez des hommes qui rentrent à Besançon, qui rentrent d'Indochine et qui se grattent, pensez à l'anguillule. Et je dis immédiatement à la dame, ça y est, je sais ce qu'il a, une anguillulose. Que personne n'avait cherché. Qui va penser une anguillulose? Il fallait juste faire cette hypothèse. Et en même temps, j'observe qu'il a la peau un peu foncée. Et puis, je pose une question, est-ce qu'il aime le sel? Une sorte de mélanodermie, quoi. Oui, la mélanodermie. Ça peut être carentiel. Quand on manque de vitamines, B12, B9, on va avoir la peau foncée. Mais j'évoque un dysfonctionnement de sa glande surrénale. Et donc, je pars le soir en disant, voilà la prise de sang à faire demain matin, mais vous vous traitez le plus tôt possible. Demain matin, avec le traitement antiparasitaire pour l'anguillule. Vous lui donnez le médicament qui va suppléer le manque d'hormones surrénaliennes. Et je rentre chez moi. Et 8 jours après, on m'appelle. Philippe, tu peux revenir voir le patient. Il doit pas aller bien, ça doit être catastrophique. Donc je reprends le train. Et là, je réfléchis, qu'est-ce qu'il peut avoir? Et j'arrive, et c'est le monsieur qui m'ouvre les portes. Et voilà. Il me dit, merci, vous êtes mon sauveur, mon sorcier. Et oui, 15 jours, 3 semaines après, on a reçu la sérologie. Tu n'es pas sorcier, tu es un bon médecin. Voilà, voilà. C'était juste se dire, il y a quelque chose. Ouais. Ça peut prendre du temps, parfois des minutes, des jours parfois, de réflexion. Et je sais que tous les médecins pensent à leurs malades la nuit, ils rêvent de trucs. Et ça leur arrive. Vous avez tous les Moi, en chirurgie, je fais l'intervention pendant la nuit avant de la faire demain matin. Avant, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la particularité de notre métier qui rend ça passionnant. Moi, je voudrais, tu vois, que des jeunes qui se demandent est-ce que je vais faire médecine, est-ce que je préfère faire HEC ou médecine. Moi, je dis, écoute, mon gars, tu es taillé pour la médecine. HEC, il y en a trop, des types qui sont dans l'économie, qui font du pognon avec les banques et tout ça. On n'a pas assez de médecins vraiment au service des malades. Et tu vois, j'espère beaucoup qu'une émission comme ça, 30 minutes ensemble, on va peut-être donner envie à des jeunes de faire ce fabuleux métier que nous avons. Alors, je vais profiter de cette occasion, Henri, parce que l'âge avançant, faudra que j'arrête à un moment donné. Ben oui. Moi, j'ai bientôt 80, j'arrête pas. Hein. Bon, il me reste encore du temps, donc ça va. Espérons que Dieu me prête vie et que ça puisse aller jusque-là. Mais je me dis, il faut que je forme des jeunes. Oui. Et donc, je fais un appel. Ces médecins, ces jeunes médecins qui veulent... Excellent. Je les accueille bien volontiers. Ils viennent chez moi, ils vont apprendre cette médecine intégrative. Je suis allé aux États-Unis faire une conférence de médecine intégrative. Récemment, d'ailleurs. Récemment. Ouais. Ils m'ont dit parler. Je donnais tous ces exemples. Ces personnes qui ont des maladies incurables a priori et qu'on va voir guérir. Donc, c'est de la méthodologie, un peu de connaissance physiologique. Faut être... C'est joli chez toi, c'est dans le Jura et c'est à Ornans. Je suis allé là-bas. Il y a du vin blanc, du vin jaune. Il y a du bon vin, oui, c'est ça. On a 3. Donc tu es prêt à prendre des étudiants. Ah oui, des médecins même. Et même des médecins. Des médecins. Ah ben ça, c'est très important. Voilà, ils viennent passer. Et tu vois, ça, on ne le dit pas sur TF1, sur Antenne 2, on le dit sur ABC Talk TV, voilà. Et là, je crois qu'on aura des bonnes équipes parce qu'il faut maintenant un peu partout. Absolument. Et on me demande à Toulouse, est-ce que vous ne connaissez pas un médecin qui pratique comme vous? Oui, souvent. Donc, il en faut. Donc venez, s'il vous plaît. Merci. Bon, tu vas faire des petits comme ça. Et ça serait un très grand merci pour cette interview. Merci. Et les interviews que nous faisons ensemble, où j'apprends personnellement toujours. Moi aussi, avec toi. En même temps, tous ceux qui nous écoutent. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et vous pouvez diffuser très largement parce que c'est gratuit. ABC, Talk TV. Vous n'avez pas besoin d'être abonné ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus important que TF1, Antenne 2 et toutes les autres. À bientôt.